Soyez les bienvenus, c'est International. Vous êtes sur les antennes de TV5 Monde, de Radio France Internationale, une émission que nous réalisons conjointement avec le quotidien Le Monde. Il avait promis des changements, Donald Trump, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a tenu parole. Il signe des lois, des décrets qui chamboulent déjà à travers le monde l'image de l'Amérique. Immigration, réchauffement climatique, protectionnisme d'une certaine façon. Bref, l'héritage d'Obama est détricoté à haute vitesse. Le 45e président n'est en poste que depuis une semaine, mais vous allez le voir et vous l'avez déjà constaté, les polémiques sont nombreuses. Beaucoup de questions, c'est pourquoi nous avons convié un homme, un Américain qui connaît bien Donald Trump, qui l'a rencontré, qui a assisté à sa prestation de serment. Marc Porter, merci d'être l'invité d'International. Vous êtes le président des Republicans Overseas en France, c'est-à-dire les républicains américains en France. Oui. Alors pour vous interroger, Sophie Malibaud de Radio France Internationale et Philippe Ricard du Monde, ils appartiennent d'ailleurs tout comme moi à la communauté des êtres humains les plus malhonnêtes sur Terre. Je cite le président américain Donald Trump lorsqu'il parle de la presse. On a connu des propos plus flatteurs pour notre profession. Néanmoins, nous allons vous poser avec le plus d'objectivité possible des questions sur ce qui se passe aux États-Unis, sur les changements. Merci encore une fois d'avoir accepté de jouer ce jeu avec nous. Tout d'abord, avant de vous entendre, le point qui fait actuellement actualité. L'interdiction pour les ressortissants de 7 pays musulmans aujourd'hui d'entrer sur le territoire des États-Unis. Donald Trump avait promis de durcir les lois sur l'immigration et l'accueil des réfugiés. Avec la signature de ce décret, c'est désormais chose faite. Je mets en place de nouvelles mesures de contrôle pour maintenir les terroristes islamiques radicaux hors des États-Unis d'Amérique. Nous ne voulons pas d'eux ici. Sont désormais interdits d'entrer aux États-Unis pendant au moins 3 mois les ressortissants de 7 pays musulmans, l'Irak, la Syrie, l'Iran, la Libye, le Soudan, le Yémen et la Somalie. Ne sont pas concernés l'Arabie Saoudite, le Pakistan et l'Afghanistan, des pays pourtant très touchés par le terrorisme. Un revirement majeur dans la politique migratoire du pays qui soulève de nombreuses inquiétudes au sein de la population. Nous avons transmis cette nouvelle à nos familles, toujours là-bas. Elles ont peur. Elles sont vraiment inquiètes. Moi, je suis pour renforcer la sécurité aux frontières, pour qu'il y ait plus de contrôle. Mais je n'accepte pas qu'on fasse une différence selon la religion. Une mesure très critiquée aux États-Unis par le Parti démocrate, notamment. Ce samedi, des associations américaines de défense des droits civiques ont décidé d'attaquer en justice ce décret en portant plainte contre Donald Trump, notamment. Vive réaction à l'international également, l'ONU demande au gouvernement Trump de poursuivre la tradition américaine d'accueil des populations. Quant à l'Iran, pays sur la liste noire des États-Unis, il va appliquer la réciprocité et interdire la venue des Américains sur son territoire. Marc Porter, vous me disiez, en regardant ce sujet, que c'était des pays majoritairement musulmans et non pas uniquement musulmans. Néanmoins, on voit bien ce qui est en train de se passer, une sorte de tension diplomatique internationale. L'Iran qui ferme son territoire aux Américains, vous ne pourriez pas ainsi vous rendre aux États-Unis pendant au moins les 3 prochains mois. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Le problème, comme tout le monde sait très bien, qu'on a un problème avec le terrorisme, on a un problème avec certains... Musulmans égale terroristes ? Non, pas du tout. Non. Pourquoi vous avez demandé ces questions? Il y a certains gens qui viennent de ces pays et on a été sous attaque depuis très très longtemps, comme vous le savez bien, comme la France aussi. Mais fallait-il interdire l'accès à tous les citoyens de ces pays? Exact. Ça présuppose leur... ils sont suspects d'emblée, les citoyens de ces pays? On va réfléchir parce que toutes les activités qu'on a fait avant ne marchent pas. Alors, on doit résoudre le problème et pas juste gérer le problème. Oui, mais vous dites on va réfléchir, mais donc le président Trump a agi avant d'avoir réfléchi. Il prend des mesures, il réfléchit après?
C'est une bonne question, mais en fait, avant, on peut réfléchir. Quand on réfléchit, on doit vraiment arrêter les immigrations. L'immigration pour les gens qui viennent et après, ils sont sur le sol américain. Qu'est-ce qu'on peut faire? La déportation, c'est pas une bonne chose. Alors, c'est beaucoup mieux si on peut faire vraiment, on peut réfléchir, on peut créer les politiques qui marchent. Avant, ils viennent. Et c'est que les gens bons qui veulent aider les États-Unis, qui aiment bien les États-Unis, qui veulent contribuer à le peuple américain, au peuple américain, au pays, avant il vient, pas après. On a déjà vécu tout ça. Dans les années, dans le siècle du 19e siècle, on a fait exactement le même problème. Les Chinois, oui, notamment. Chinois, Italiens, Irlandais. C'est pas la première fois qu'on a vécu tout ça. Alors, on a fait exactement la même chose aujourd'hui qu'on a fait avant. Et je crois qu'on a bien réussi. Mais ce n'était pas sur un critère religieux. Là, ce sont des musulmans. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et ça, c'est pourquoi M. Trump est très en colère avec vous. Parce que vous commencez à dire que c'est la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est les terroristes qui disent que c'est la religion. Pour nous, c'est pourquoi j'ai fait le petit point sur le pays majoritaire musulman et pas les musulmans. Philippe Ricard. On voit quand même que cette politique très vite est extrêmement contestée aux États-Unis. Il y a eu des manifestations, même dans certains aéroports concernés. Comme d'habitude. À l'étranger également. Madame Angela Merkel a dit, par exemple, que c'était totalement injustifié de s'en prendre comme ça à des réfugiés. Est-ce que M. Trump territoire, oui. Il renferme son territoire. Est-ce que vous pensez que M. Trump va continuer, va élargir même la liste des pays concernés? Ça dépend. S'il y a beaucoup de terroristes qui viennent des autres pays, bien sûr, on va ajouter sur la liste. La liste des pays, c'est que 7 pays où on a trouvé beaucoup de problèmes, les terroristes qui sont venus de ces pays. Alors, il y a un problème. On doit régler le problème. On ne peut pas avoir les frontières grandes ouvertes et dire, oh, peut-être on peut résoudre un problème quand les frontières sont ouvertes. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème ni avec l'Afghanistan, le Pakistan, l'Arabie Saoudite? Peut-être. Mais le problème, c'est vraiment un problème philosophique. Parce qu'avant, on était les frontières ouvertes et on a réfléchi avec une personne à la fois. Mais regardez ce qui s'est passé avec cette politique. Orlando, San Bernardino, Detroit, Paris, Nice. Franchement, on doit penser différemment. Dans tous ces attentats, beaucoup de ressortissants sont des ressortissants qui sont nés dans le pays où les attentats se sont produits. Tout à fait. Est-ce que vous pensez réellement qu'en bloquant soudainement l'entrée aux réfugiés à des gens qui sont parfois des victimes de la guerre à l'étranger, vous allez résoudre le problème de ces notamment les réfugiés fusillades syriens qui ne seront plus accueillis sur le territoire américain? Premièrement, le problème avec les gens qui sont nés dans le sol américain et le sol français, ils sont influencés par les autres qui sont les immigrés ici. Alors, ça, c'est problématique aussi. Si notre propre peuple est en train d'être influencé par ces immigrés comme ça, on doit fermer la porte pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pas nouveau, c'est pas une réaction comme ça. Ça, c'est faux. Parce que M. Trump a dit ça depuis plus qu'1 an. Il va le faire. Le peuple américain a voté pour lui, il est le président, il a le droit, et on a une tradition pour faire ça, pour régler le problème avec les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais, les Italiens, et finalement, ça marche. On est très bons amis avec les Japonais, les Allemands, les Italiens aujourd'hui. On peut régler ce problème, on peut être des très bons amis avec les pays musulmans, pays majoritaires musulmans. C'est rien à voir avec ce contexte, essayer d'attaquer ça c'est... Vraiment, c'est pas bon. Que pensez-vous de la réaction des Iraniens? Ils appliquent la réciprocité. Ça, c'est normal. C'est normal. Alors, je comprends bien la position des Iraniens. Mais avec les autres pays, on était en train de travailler avec eux sur un certain niveau. Alors, dans ce niveau, ils ont beaucoup de problèmes dans le Moyen-Orient, comme tout le monde sait. Alors, on doit aider ces pays pour régler leurs propres problèmes. Alors, on ne peut pas faire ça avec les frontières grandes ouvertes. Ça, c'est impossible. Vous avez vu, il y a déjà eu une réaction, celle de beaucoup de réactions, notamment celle de Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, qui a tweeté ce matin que le Canada continuerait à accueillir les immigrés, quelle que soit leur religion. C'est quand même bien une attaque directe. Monsieur Trudeau, on sait que j'ai aucune idée de ce qu'il pense, mais franchement... Mais je vous le dis, il continue à accueillir, quelle que soit la religion. Ça, c'est son pays. Il peut diriger son pays comme il veut.
Alors, pour dire au peuple américain ce qu'il va faire, ça, c'est pas bon, ça. Il était en train d'intervenir dans notre propre pays. Alors, franchement, c'était pas mal honnête ce qu'il a dit. S'il a bien dit, j'ai pas vu la citation. Mais c'est rien à voir avec la religion. On a dit ça 1000 fois et chaque fois que l'opposition, les démocrates, utilisaient ça comme un truc politique pour essayer de gagner les prochaines élections. Ça, c'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour le peuple, c'est pas bon pour les musulmans non plus. Il y a déjà une décision de justice, il y a déjà une décision de justice par une juge de Brooklyn qui a estimé qu'il ne fallait pas expulser les gens. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est trop difficile à expliquer notre système de justice aujourd'hui. On n'a pas assez de temps pour tout ça. C'est une juge fédérale, donc ça représente tout de même quelque chose. Le système fédéral est aussi très complexe. Mais le problème, sur votre question, c'est qu'il ne pas interdire ce que M. Trump a dit. Il a donné une décision. Alors, si vous voulez expliquer, que je explique le système de justice, ça, c'est vraiment compliqué. Et cette décision va-t-elle être appliquée? C'est normal que la justice peut essayer d'étudier ce dossier. C'est une bonne chose. Si M. Trump s'est trompé, on peut vraiment réfléchir qu'est-ce qu'il fait. Mais franchement, 3 mois pour réfléchir, ça ne dit pas pourquoi. On n'aurait pas pu réfléchir avant. Il n'aurait pas pu réfléchir avant. Ça brouille l'image des États-Unis. Il a réfléchi. Et il était en train de continuer de réfléchir. 3 mois, c'est pas beaucoup. Mais ça veut dire que les gens qui sont comme ça entre deux, qui ont besoin de retourner, qui ont un emploi à la Silicon Valley, il y en a beaucoup, pendant ces 3 mois, qu'est-ce qu'ils deviennent? On doit penser au macro et pas micro. C'est toujours très facile de trouver juste une personne, quelques personnes comme ça. On doit penser à tout le peuple. Ça, c'est pourquoi le peuple américain était très en colère depuis très longtemps avec Bernie Sanders et M. Trump. Alors, cette idée on doit trouver juste une famille, et je suis désolé pour cette famille, ces gens-là, mais on doit penser plus large que ça. On ne peut pas être dans une petite mentalité. Vous pensez que M. Trump, par exemple, est prêt à abandonner la politique d'accueil de réfugiés de guerre, comme une tradition américaine de longue date? Ça, c'est un argument complètement simplifié. Le problème, c'est beaucoup plus complexe. Pardon, les réfugiés syriens, je viens de le dire, ne seront plus accueillis. Pour le moment. Non, mais c'est ce qu'il a dit dans sa campagne. Donc ensuite, il applique, mais dans sa campagne, il a dit quand même qu'il ne voulait plus des réfugiés syriens. Pour l'instant, ça ne dit pas pour jamais, quoi. Alors, on était vraiment en train de réfléchir, parce que pendant très longtemps, le Congrès et l'administration, le président, ils ont dit on va avoir les frontières ouvertes et après on peut essayer de faire quelque chose. Mais ça ne marche pas, ces politiques. Ils ont raté, ils ont échoué et on était en train de fermer les frontières pour certains pays qui sont bien entendus. Ils sont les pays qui sont déjà exportés beaucoup de gens très dangereux. Alors, comment on peut régler ce problème? Sauf on peut réfléchir profondément et pas avec cette superficialité qu'on a fait depuis très longtemps. Il y a 2 Amériques face à face aujourd'hui. Oui. Ouais. C'est pas bon pour l'histoire de ce pays qui a une vocation à être uni une fois que le président est élu. On voit bien que la division, la fracture perdure. On avait les fractures et les divisions depuis très longtemps. C'est pas nouveau, mais c'est la première fois que vous avez... Sous Obama, il y avait 2 Amériques face à face? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est pourquoi Bernie Sanders était vraiment à la mode pendant cette époque. Obama, et ça, c'est la faute du média. Et vous savez bien, j'étais sur ce plateau, j'ai dit ça depuis très longtemps, plusieurs... qu'est-ce que je peux dire? J'ai dit la même chose chaque fois que je suis là et personne m'entend ici. C'est la première fois que vous venez dans cette émission, je le précise. Merci bien. Philippe. Comment ça peut se passer là? Que cherche M. Trump? C'est vrai que, vu d'Europe, on est quand même un petit peu étonné par le fait qu'on a vraiment l'impression de voir en fait un dirigeant d'extrême droite au pouvoir. Vous voyez, si je peux résumer un peu le sentiment en général. Comment vous voyez les choses évoluer en fait? Que cherche-t-il à faire? Mais extrême droite, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, par exemple, raciste, xénophobe... Personne à la fois. Non, mais je vais répondre. Prêt à se braquer, à se fâcher avec pas mal de voisins sans trop réfléchir. Alors certes, il y a une volonté isolationniste, manifestement, mais on sent une politique extrêmement dure, notamment en rupture avec ce qui a pu être fait précédemment, pas uniquement par Obama, mais aussi par des républicains. Alors, extrême droite, pour vous, ça veut dire quoi exactement? C'est à vous de répondre aux questions. Hein. Donc, extrême droite, pour moi, ça veut dire Madame Le Pen. Quels sont les alliés de Monsieur Trump en Europe? C'est Madame Le Pen? Pas du tout.
Pas du tout. Mais en fait, vous avez dit que M. Trump était extrême droite. Alors, je veux savoir, c'est quoi extrême droite? Parce que pour nous, ça, c'est la Constitution. Ça, c'est notre tradition depuis plus que 200 ans. Dans l'histoire de l'Europe, l'extrême droite, ça a été des partis xénophobes, populistes et xénophobes. Et il y a des relents de xénophobie dans cette mesure qui consiste à mettre tous les étrangers d'un même pays sur un pied d'égalité, qu'ils soient terroristes ou qu'ils soient de simples citoyens. C'est ce qu'on appelle la xénophobie. C'est une réaction xénophobe. Je comprends le mot xénophobe. Alors, merci pour dire qu'un extrême droite, c'est un xénophobe. Alors, ça, c'est pas M. Trump, et ça, c'est pas le Parti républicain non plus. Alors, on n'est pas extrême droite du tout. M. Trump, il s'est marié avec un immigré quand même. Alors, comment il peut être xénophobe s'il se marie avec 2 femmes du pays de l'Est en Europe? Alors, ça, c'est juste une position des démocrates pour attaquer. Ça, c'est les Donc, politiques. il y a les bons étrangers et les mauvais. On doit penser vraiment plus que juste les choses politiques. On doit vraiment résoudre les problèmes. Si tout le monde dit que les idées de M. Trump ne marchent pas parce que les xénophobes, premièrement, ça c'est complètement faux. Deuxièmement, ça veut dire qu'il ne veut pas vraiment résoudre le problème. Une mesure indiscriminée, une mesure de refus et de blocage de la frontière indiscriminée à des citoyens qui sont des citoyens ordinaires. D'accord. Comment ne le paniquez justifier? pas. Non, mais Ne paniquez pas. Attendez, une chose à la fois. Comment vous qualifieriez M. Trump? C'était ma question. Et donc, d'après ce que vous dites, il n'est pas d'extrême droite, il n'est pas xénophobe non plus. Alors, il est quoi? Il est américain. Ça veut dire qu'il veut protéger son propre pays, il veut protéger le peuple américain avant les autres. Alors, de temps en temps, c'est difficile. J'imagine les images dans l'aéroport et tout ça, ça c'est vraiment triste. Et ça, c'est une manipulation du problème, en fait. C'est les images que, si je peux continuer, M. Trump veut améliorer les vies des peuples américains et après, les vies des peuples autour du monde. Mais et ça inclut les musulmans. Est-ce que M. Trump est prêt à respecter les droits de l'homme, qui sont des valeurs Bien universelles? sûr. Quelle question? Je suis choqué par ces questions. Franchement, ça c'est pourquoi on ne fait pas confiance dans les médias. Et nous continuons quand même à poser des questions, notamment celle-ci, son slogan, en quelque sorte, America First, l'Amérique en premier. Est-ce que ça ne veut pas dire le risque pour vous, en filigrane, une Amérique isolée? On voit comment réagit la communauté internationale, on voit comment réagissent ces pays musulmans. L'Amérique est en train de s'isoler, de se refermer. Pas du tout. Même de ses alliés européens, d'ailleurs. Pas du tout. De l'OTAN, d'un certain nombre de structures. 3 mois de fermer les portes pour les pays... Ça ne sera que 3 mois? Comment je peux savoir? Mais on a besoin d'un peu de temps de réfléchir. Je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on était sous un Mais l'Amérique est-elle isolée? L'Amérique est-elle isolée, M. Porta? Est-elle isolée? Je vous posais la question. On n'est pas isolé, bien sûr. Bah, ça, c'est une question un peu bizarre parce qu'on a beaucoup de produits qui sortent des États-Unis chaque année, chaque jour, et beaucoup de produits qui sont entrés. Il y a combien de vols qui sont arrivés dans le sol américain chaque jour? On n'est pas isolé du tout. Les frontières sont ouvertes entre le Canada et le Mexique. On a une très bonne relation avec tous les 3 pays-là. Avec le Mexique, vous avez de bonnes relations actuellement. Il y a un entretien qui était prévu entre les 2 présidents. Il a été reporté, annulé. La construction de ce mur, ça n'est pas pour 3 mois, c'est une construction définitive. Manifestement définitive. On a déjà un mur, sauf sur la rivière de Rio Grande. Alors ça, c'est quelque chose que le Mexicain veut aussi. Ça, c'est pourquoi le président mexicain a dit on doit négocier en privé sans les médias pour créer cette hystérie. Alors, franchement, vous avez paniqué. Alors, ça, c'est mon conseil. Ne paniquez pas. Mais nous sommes très sereins sur ce plateau, je vous le promets. Mais attends, merci bien. Mais en fait, pour continuer avec le Mexique veut un mur aussi. Parce qu'il y a beaucoup de l'argent, des armes qui passent aux États-Unis, des États-Unis au Mexique. Alors, on doit résoudre ce problème. On ne veut pas être isolé, on veut contrôler notre pays, contrôler dans le sens qu'on doit avoir un peu de discipline, parce qu'on avait trop de problèmes, parce qu'on n'a pas de discipline dans le passé.
Pour vous, par exemple. Juste une petite chose. Discipline, ça veut dire suivre la Constitution américaine. Philippe, vous poserez, si vous voulez bien, votre question après la pause d'actualité que nous allons voir dans un instant sur les antennes de RFI et sur celles de TV5 Monde. Et on retrouve Mark Porter, qui est le président des Republican Overseas, donc le président des Républicains en France. Et il y a encore beaucoup de questions à vous poser, notamment sur l'Europe et sur l'économie. Nous recevons aujourd'hui Mark Porter, qui est le président des Republican Overseas, les républicains américains en France, et nous parlons de la nouvelle donne à la Maison-Blanche avec la semaine très remplie du 45e président américain, Donald Trump. Merci d'être sur ce plateau et merci d'accepter de répondre à nos questions en français. Alors, nous étions en train jusqu'à présent de parler de l'immigration. On a vu dans les flashs toutes les contestations qu'il peut y avoir. Je voudrais qu'on parle à présent de l'Europe, si vous le voulez bien. Il y a eu donc une visite importante, la première, celle de Theresa May, qui a été donc reçue à la Maison-Blanche par Donald Trump. On remarquera que Donald Trump était très heureux que le Brexit se soit produit. Il y a une tension avec quelques grands pays européens aussi, alliés traditionnels, que ce soit l'Allemagne, Donald Trump a critiqué donc l'accueil des réfugiés, que ce soit la France, ça ne se passe pas bien entre la France et les États-Unis. Ça, c'est plutôt inquiétant pour vous. Bon, premièrement, la philosophie de M. Trump, c'est que le gouvernement doit être très proche au peuple. Alors, non, son interprétation, je ne veux pas parler directement pour lui aujourd'hui, mais l'idée pour les républicains, c'est plutôt que ce gouvernement ne fonctionne pas pour la majorité du peuple. Alors, si on pense toujours de petits peuples, de minorités, pas dans minorité dans le sens de couleur, nationalité et tout ça, dans le sens qu'il peut créer une petite minorité pour essayer d'influencer, manipuler la majorité. La majorité du peuple américain, ils travaillent chaque jour, ils payent des impôts, ils sont des peuples très bons. Comme beaucoup de peuples, hein. Exactement. Ouais. Mais ils ont été oubliés par Washington. Alors, M. Trump, il a gagné parce que le peuple croit qu'il peut vraiment améliorer le gouvernement par cette proximité, si on peut dire. Un gouvernement plus proche au peuple. Mais moi, je vous posais la question sur les relations avec l'Europe. Et on voit bien qu'il y a, je ne dis pas une crise diplomatique, mais il y a une tension diplomatique avec quelques grands Européens, non? Les tensions sont très importantes parce qu'en fait, ça c'est quand les deux philosophies, les deux points de vue sont en contact. Alors, attention, c'est une bonne chose. Mais en fait, quand Trump a entendu Brexit, par exemple, je dois dire le Parti républicain, parce que je parle pour le Parti républicain, parle lui-même. Mais le Parti républicain voit que le Brexit, ça veut dire que le gouvernement est plus proche au peuple. Et ça, peut-être c'est un malentendu, et ça, c'est quelque chose qu'on peut continuer de discuter. Mais dans ce sens que Bruxelles était trop loin du peuple, ça, c'est un problème. Tout le monde sait ça. Alors, sur cette thématique du gouvernement proche du peuple, on a quand même été surpris de voir les premières nominations de Donald Trump, notamment avec son premier conseiller économique qui vient de Goldman Sachs, et tous ces personnages qui ont fait toute leur carrière à Goldman Sachs, et qui représente vraiment les milieux de Wall Street, etc. Tout ce qu'il reprochait finalement à Hillary Clinton. Mais franchement, ça, c'est les gens techniciens. C'est les gens qui connaissent comment l'économie marche. C'est M. Trump qui doit contrôler ces gens. Et s'il ne le fait pas, il ne peut pas être réélu. Mais il a une façon de diriger la Maison-Blanche. On peut discuter ça plus tard, si vous voulez. Mais je crois que vous n'êtes pas au courant comment M. Trump travaille. C'est-à-dire qu'il va décider de lui-même par tweet? Non. Ça veut dire qu'il sait qu'il est le président dans une constitution avec le Congrès, la Maison des députés, la Chambre des députés et aussi le Sénat. Alors, ça, c'est un sujet assez large que j'imagine que les Européens ont beaucoup de problèmes de comprendre, mais en fait, ne paniquent pas. Justement, à propos des Européens, quelle est la philosophie profonde de M. Trump sur l'Europe, c'est-à-dire sur l'Union européenne, par exemple? On a le sentiment qu'il cherche à pousser, à soutenir le Brexit
pour mieux endommager l'Union européenne. C'est un sentiment juste ou là aussi c'est un sentiment faux? Je ne peux pas parler pour lui, alors premièrement, mais c'est mon avis qu'il pense que Brexit, ça veut dire que le gouvernement est plus proche au peuple britannique. Et on trouve ça une bonne chose. Mais sur l'Union européenne? C'est compliqué parce que, comme vous savez bien, beaucoup des femmes et hommes politiques sont allés à Washington pour dire plein de choses. Alors, c'est difficile quand tout le monde vient chez nous et donne les points de vue très différents. Et c'est à nous de vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, l'idée pour l'instant, c'est vraiment que Bruxelles ne marche pas très bien. C'est votre problème, c'est à vous de vraiment régler tout ça. Il ne veut pas intervenir dans ce sens-là. Simplement, avec ce dogme America First, on comprend qu'il lui est plus facile de dealer en fait en bilatéral avec chaque pays plutôt que d'avoir une Union européenne soudée et forte. Je comprends ça, c'est un souci, spécialement pour l'Europe, je comprends bien. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec America First, Amérique en première? Ça veut dire qu'il doit améliorer l'économie américaine, il doit améliorer les vies américaines, les vies pour tous les Américains, et après, on peut vraiment commencer à améliorer les autres. Mais l'administration avant, le Congrès avant, ils ont négligé le peuple américain. Alors, on doit vraiment cibler ces problèmes chez nous avant on peut aider les autres. Donc, les Britanniques vont avoir du mal à trouver leur intérêt dans des accords avec les Américains. J'ai fait Oxford, je connais l'Angleterre très bien et je vois les choses autrement. Est-ce que pour favoriser le peuple américain d'abord, est-ce qu'il faut renoncer ou réformer l'OTAN, par exemple, aussi? Parce que M. Trump a dit plusieurs fois que l'OTAN était obsolète. Et en recevant Theresa May, il s'est fait dire, en quelque sorte, qu'il revenait sur ses propos. Alors, c'est elle qui a assuré qu'il lui avait donné des garanties, mais lui, il n'a pas dit non plus de façon très explicite. L'OTAN est obsolète ou pas? Je ne veux pas parler pour M. Trump. Alors, dans mon avis, NATO, l'OTAN, n'était pas une bonne organisation pour lutter contre le terrorisme. Et je crois que ça, c'est le problématique là. Et c'est pas que M. Trump qui a dit ça. À Bruxelles, tout le monde dit ça aussi, même chez NATO, chez l'OTAN. Mon père a travaillé chez l'OTAN, il a dit la même chose. C'est pas l'organisation pour mieux lutter contre... Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on y renonce ou qu'on adapte l'OTAN ou alors qu'on crée autre chose, qu'on laisse les Européens s'arranger avec le terrorisme qui touche l'Europe? Rappelons que l'OTAN était le grand bloc militaire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des alliés, en quelque sorte, traités de l'Atlantique Nord face au pacte de Varsovie qui, lui, n'existe plus. Donc il faut réformer ça, comme vous le demande Philippe? Je ne peux pas parler pour M. Trump, comme j'ai dit avant. Non, mais l'avis des Républicains est déjà très intéressant. Surtout s'il y a des différences éventuelles avec M. Trump, ça peut être très, très éclairant. On est le plus grand parti des États-Unis maintenant. On a tout le pouvoir. On est le parti majoritaire dans la plupart des États. On a un grand parti très divers. La diversité chez les républicains sont énormes. Alors, bien sûr, il y a les républicains avec les points de vue très différents. M. McCain, par exemple, il a un point de vue très différent que M. Trump. Congressman Rohrabacher, par exemple, lui aussi, il a les choses différentes. Même les députés en Californie, je suis de la Californie, alors même entre notre propre État, il y a une diversité là-bas. Mais M. Trump, son talent, c'est vraiment pour unifier les gens, pour vraiment comprendre beaucoup des points de vue différents, et après, on peut faire quelque chose. Donald Trump n'a pas de contre-pouvoir aujourd'hui. Il a les deux chambres, il n'y a pas de contre-pouvoir. Obama en avait. Le contre-pouvoir, c'est la Constitution, c'est la justice. Alors, et peut-être les Américains eux-mêmes s'ils manifestent. Exactement. En fait, ça c'est très important, ça, parce que les démocrates, ils n'ont aucun pouvoir, sauf la presse et les manifestations. Alors, ça c'est pourquoi je ne suis pas contre les manifestations, je ne suis pas contre la justice. C'est une bonne chose pour vraiment régler, parce que même les gens très talentueux, les gens très intelligents et les femmes très intelligentes peuvent faire les erreurs. Alors, c'est une bonne chose d'avoir la justice qui est un peu comme un frein sur ces problématiques. Il n'a aucun problème. Ce qui est un petit peu difficile, vu de l'extérieur, c'est d'avoir une visibilité sur la stratégie que Donald Trump va
utilisés à travers le monde, y compris dans la lutte contre le terrorisme. Il y a eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, mais pour l'instant, c'est Vladimir Poutine qui a l'initiative sur la Syrie. Quelles sont les prochaines étapes ? Ça, c'est très intéressant aussi que les Russes ont vraiment commencé à essayer de régler ce problème. Ça, c'est pourquoi M. Trump n'était pas contre la Russie. On sait qu'il est le point où on travaille ensemble. Alors, je trouve ça, c'est une bonne idée. Mais aussi, la question sur la stratégie de M. Trump, oui. Il ne veut pas que vous savez sa stratégie. Alors, si vous avez... bien, hein. Pour ses alliés, c'est... Merci, rien, il est doué, tout à fait. Parce que... C'est facile de l'expliquer. C'est difficile d'être allié d'un pays dont on ne connaît pas la stratégie, si on la partage ou pas. Je comprends. Et je comprends très bien pourquoi il y a beaucoup de soucis en Europe. Mais en fait, si vous avez lu son livre, si vous avez vu son émission, c'est très clair, sa stratégie, comment il travaille. Pour moi, quand même. Pour un Américain, c'est facile à dire. C'est-à-dire que... Quelle est la méthode ? La méthode Trump. J'ai un livre qui va sortir bientôt. On peut discuter ça peut-être plus tard. Mais pour l'instant, sa stratégie, c'est simplement plusieurs stratégies en même temps. Ça veut dire que... Contradictoire éventuellement. Bon, ça, c'est trop simplifié, je crois. Mais vous savez comment les Américains s'expriment. On tous sait que les Américains sont un peu... On fait beaucoup de bruit, même dans le métro ici à Paris. On est vraiment les gens qui aiment de parler. Mais ça veut dire qu'on était en train de tester. C'est les signaux qu'ils donnent, comme tous les Américains. Et on peut réfléchir après, on peut refaire notre conversation, on peut le donner notre conversation et on peut prendre cette position-là. Ça, c'est la formule. Il y a un virage diplomatique et politique très, très impressionnant. Avant de quitter la Maison-Blanche, Barack Obama, notamment, s'était abstenu sur une résolution de l'ONU sur la colonisation d'Israël et avait accordé un don de quelques 300 millions d'euros à l'autorité palestinienne. Les premières décisions de Donald Trump, c'est éventuellement d'accepter la colonisation, mais surtout de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui est un symbole extrêmement fort. Jérusalem, pour la communauté internationale, est une ville occupée. Un changement majeur sur le Proche-Orient ? Cette idée de colonialisation, c'est différent que construire les maisons. Alors, je ne connais pas la différence, ce n'est pas ma spécialité, mais je sais qu'il y a une confusion entre colonisation pour nous, les Américains, colonisation, on avait aussi vécu la colonisation et ce n'était pas très bien. Alors, colonisation, c'est construire des maisons sur des territoires dont l'ONU et l'autorité palestinienne disent qu'elles n'appartiennent pas à Israël. C'est ça la polémique sur la colonisation. Mais même le changement de capitale, c'est un changement extrêmement important pour l'ambassade. Je ne suis pas un spécialiste d'Israël. Pour revenir un petit peu sur la Russie et sur l'OTAN, une des vocations de l'OTAN, c'était quand même de protéger les Européens de la menace de l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide. Et ça l'est toujours, d'une certaine façon, d'essayer de contenir aussi l'influence russe. Je pense qu'aux États-Unis, même les républicains voient encore ça comme ça. Vous pensez que M. Trump est toujours intéressé, lui qui prône le rapprochement avec Vladimir Poutine ? Encore une fois, je ne peux pas parler pour lui, mais on sait, quand j'étais à Washington la semaine dernière, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de diversité de pensée. Alors, on sait qu'on a besoin de la Russie. On ne peut pas faire un containment autour de la Russie. On ne peut pas isoler la Russie. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas dans nos intérêts en Europe ni aux États-Unis. Alors, l'idée de travailler avec les Russes où on peut, et on a beaucoup de points de travail avec eux. Où ça, par exemple, la Syrie ? La Syrie, bien sûr, mais aussi, par exemple, les déchets nucléaires. L'environnement dans l'Arctique, le déchet dans l'espace, par exemple. Il y a plein de choses on peut travailler ensemble et on est déjà en train de travailler avec eux. Et ça marche très, très bien. Il y a certaines choses qui, peut-être, on doit faire prudence avec la Russie, bien sûr. Quoi, par exemple ?
leur tentative d'ingérence, d'interférence avec la campagne des élections présidentielles américaines, vous y croyez ou pas? Il y a quand même eu manifestement des preuves données par les agences de renseignement américaines. Monsieur Trump n'a pas l'air de trouver ça très convaincant. Quel est l'avis des républicains là-dessus? On sait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui étaient en train d'influencer nos élections. Par exemple, Adele. Elles sont très, très bien, mais dans un concert à Miami, elle a dit les milliers des Américains ne votent pas pour M. Trump. Ça, c'est un étranger qui mélange dans nos élections. Oui, c'est pas pareil que le piratage c'est informatique. Exact, c'est pire. C'est pire. Parce que les peuples américains peuvent être influencés plus par les acteurs, les musiciens qui font comme ça quand ils sont étrangers. Les Russes qui ont fait le hacking. OK, hacking sont partout. C'est pas une bonne chose. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on doit négocier en privé, pas dans le média pour les démocrates, pour que les démocrates puissent avoir le truc là. Ça, c'est franchement, c'est insupportable que les démocrates peuvent utiliser un truc comme ça où on était en train de négocier en privé pour tout ça, juste pour bénéficier pour leur propre parti et pas pour le peuple américain, ni le pays et ni le monde. Alors, ce qu'on comprend, alors justement, cette méthode de la négociation en privé ou en bilatéral, ça provoque donc le retrait des États-Unis déjà du traité transpacifique. Et puis, on peut imaginer... C'est pas un retrait parce qu'on n'a jamais signé le traité. Alors, c'était un traité en train d'être formé. Mais c'est pas un bon traité, franchement. C'est pas bon pour l'Asie ni pour les États-Unis. C'était bon pour les grosses entreprises, spécialement Hollywood, qui a besoin de protéger leur propre œuvre d'art, le film et la musique comme ça. C'est pas bon pour tout le peuple. Pourtant, les Asiatiques, eux, envisagent éventuellement de poursuivre cette alliance sans les États-Unis. Peut-être ASEAN existe déjà et ils ont libre à faire les choses comme ils veulent. Vous ne craignez pas que la Chine prenne la place des États-Unis, justement, dans cet accord de libre-échange ça serait pacifique alors à ce moment-là, mais non, il n'y a pas un risque à se retirer comme ça, de laisser trop de place à la Chine Il y a toujours un risque, toujours. Mais l'idée qu'on doit protéger le peuple américain au début, parce que franchement, il y a trois choses aux États-Unis qui ont vraiment détruit la vie économique américaine. Ça veut dire la délocalisation des entreprises qui sont parties. Les communautés, les petites villes, ils ont été détruites. Et les grosses entreprises, ils font rien. M. Trump va faire quelque chose pour eux. Si TPP, par exemple, est en train de continuer cette tendance, c'est pas bon pour le peuple américain. Et en plus, les robots et l'automatisation. Oui. Merci bien. Ça, c'est aussi un problème. Alors, quand c'est en France, les ouvriers ont été remplacés comme ça. Et aussi, avec immigration illégale, ça prend la place des Américains aussi. Alors, on doit protéger notre propre peuple et après, on peut aider les autres. Est-ce que dans une certaine mesure, le commerce n'est pas aussi un outil de paix? C'est ce qui s'est produit en Europe après la guerre, c'est le commerce quelquefois qui rapproche les peuples. Si chacun opère de la même façon avec le protectionnisme, ce qu'on a observé dans l'histoire, c'est que les phases de protectionnisme ont été juste avant des conflits armés, ont tendu les relations. On sait très bien qu'un échange de produits, que le libéralisme économique, c'est une bonne chose. Mais il y a des limites. On est d'accord avec les Français. Alors, pour la première fois, on était plus alignés avec les pensées économiques français que jamais. Alors, les accords... Sur cette antenne, sur ces antennes, celles de RFI et de TV5 Monde, nous sommes largement reçus et écoutés en Afrique. Quelle place va tenir ce continent dans la diplomatie actuelle de Donald Trump, parce qu'on n'en entend pas parler? Oui, parce qu'on a beaucoup de choses à parler. Ouais. Il y a beaucoup de dossiers à traiter. L'Afrique est bien sûr très important. Il y a le lien très fort avec l'Afrique.
le plan, après, premièrement, on doit adresser le problème économique américain. Ça, c'est premier. Là, on a pu comprendre qu'avant toutes les autres questions qu'on vous pose, les autres problèmes, c'était d'abord restaurer l'économie américaine. C'est ce que vous nous dites, en gros. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas une économie qui fonctionne? Et le reste du monde attendra. Vous êtes quand même à un niveau de quasi plein emploi. J'arrive pas bien à comprendre cet argument de l'économie. Je veux bien croire que ce soit très inégalitaire, la croissance américaine. Et on voit bien qu'il y a des pauvres qui sont toujours plus pauvres, etc. Exactement. Mais alors, quel est le sens de réduire les soins de santé pour les plus pauvres à ce moment-là, détruire l'Obamacare en un tour de plume? Obamacare a détruit Mais le plein emploi existe aux États-Unis quand même. Obamacare était une réforme de l'assurance de la santé. Et ce n'était pas une réforme de la santé. Alors ça, c'était vraiment insupportable ce que les démocrates ont fait. Ils ont fermé les hôpitaux de comté. Les hôpitaux de comté étaient gratuits avant. Ils sont tous fermés maintenant à cause de Obamacare. Les pauvres, ils ont perdu leur accès à la santé parce que maintenant, ils ont assurance. Mais ils doivent payer $6 000 avant Obamacare pour commencer de payer pour eux. Qui peut payer $6 000 s'ils sont très pauvres? Et en plus, les hôpitaux Obamacare, les hôpitaux de comté sont fermés. Alors, la santé des pauvres sont pires maintenant qu'avant avec Obamacare. Ça, c'est pourquoi... Trump veut rétablir ce système, du coup? Ça, c'est une bonne question, parce que, comme j'ai dit avant, on était le plus grand parti politique américain. On a beaucoup de diversité, on a beaucoup de pensées. Alors, on a beaucoup des États qui sont différents. Alors, on était en train de régler ça aussi, parce que c'est très important de protéger la santé, le système de santé, la santé des Américains. C'est comme pour la question de l'immigration. Donc, on détruit d'abord et on réfléchit après à ce qu'on va construire? Ça, c'est exactement ce que Obamacare a fait. Alors ça, c'est pourquoi on était en colère avec ce système. Pourquoi on a détruit quelque chose et pas amélioré les choses qui existent déjà. Et l'Obamacare, on ne pouvait pas améliorer ce système? Obamacare a détruit le système. Alors, franchement, Obamacare a fait beaucoup de l'argent pour les riches, les compagnies d'assurance. Et ça, c'était vraiment... Vous avez discuté à Goldman Sachs, par exemple. Goldman Sachs était derrière Obamacare. Alors, franchement, le financement de Obamacare, c'est pas une bonne chose. Oui, mais comme le conseiller économique de Donald Trump maintenant juste a quitté son poste à Goldman Sachs, c'est difficile de comprendre quand même la logique dans tout ça. Je comprends. Donc, pour moi, c'est clair. Il était dans Goldman Sachs au moment où c'était l'Obamacare et maintenant on détruit l'Obamacare avec la personne qui est... Alors, je vois que vous ne comprenez pas vraiment Goldman Sachs. Ils sont très doués, très divers dans beaucoup de secteurs économiques. Et je comprends, c'est difficile à comprendre. Marc Porta, vous vivez en France, il y a aujourd'hui une primaire au Parti socialiste, c'est-à-dire qu'on a quelques semaines d'une élection présidentielle, il y a beaucoup de remous, beaucoup de choses, etc. Qui est l'homme politique ou la formation politique la plus proche de Trump aujourd'hui? On répond fréquemment le parti de Marine Le Pen. Ah, pas du tout. Alors ce serait qui? La France est différente que les États-Unis. Bien sûr. Alors, comment on peut faire une comparaison? C'est trop facile. Quelle est l'image de la France pour l'administration Trump? Franchement, la France, c'est un pays indépendant. On ne veut pas avoir les... Il y a bien une image. Il y a bien une image. On en pense bien quelque chose. Je trouve que ça, c'est une question un peu piégeuse. Nullement. Quand vous nous répondez très fermement, pas du tout Marine Le Pen. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à Marine Le Pen? Intéressant ces questions. Je ne suis pas un spécialiste, alors peut-être on peut avoir une discussion plus tard, c'est ça. Oui, mais vous avez dit pas du tout Marine Le Pen. Vous avez donc bien quelques arguments. Bien sûr. Non, mais par analogie, on a vu M. Trump très intéressé par Nigel Farage au Royaume-Uni, donc le porte-drapeau du Brexit. Là, on peut dire une droite extrême, voire une extrême droite. Le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni. Nigel Farage, il est allié de Mme Le Pen. Il est allié aussi... du FPE, d'extrême droite en Autriche. Bon, même s'ils ne sont pas forcément des mêmes formations au Parlement européen. C'est ça les alliés de M. Trump en Europe ou pas? C'est ça la question. Quels sont les alliés de M. Trump en Europe? Si je comprends bien, je ne suis pas un spécialiste, je ne veux pas me mélanger dans les élections françaises, mais je voudrais simplement que, si je comprends bien, la politique économique de Mme Le Pen, c'est plutôt protégiste dans le sens que... Protectionnisme. Oui. Protectionnisme, ça, ce n'est pas du tout la politique économique des républicains. Alors, Trump ne fait pas de protectionnisme. C'est pas un protectionnisme pour avoir les limites, pour avoir un contrôle de votre pays. Si je comprends bien, vous voulez avoir une économie complètement libérale.
On n'est pas à 100% libéral. Ce que je veux n'a que peu d'importance. On vous pose des questions, on avait le sentiment que l'Amérique faisait une sorte de tournant protectionniste. Pendant l'époque de Reagan, par exemple, je crois que tout le monde pense que Reagan était un libéral dans le sens économique. Mais M. Reagan aussi a créé le protectionnisme pour protéger certaines industries, sinon les industries doivent être détruites. Alors, Marc Porter, merci d'avoir répondu aux questions d'International sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, avec le quotidien Le Monde. Beaucoup de questions, vous le voyez, peut-être beaucoup d'étonnement. Eh bien, nous nous retrouvons. Donald Trump n'a passé qu'une semaine pour l'instant à la Maison-Blanche. Nous aurons le temps de revenir et de commenter largement dans les éditions des partenaires RFI et TV5 Monde et Le Monde l'évolution de la politique américaine. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous.